Dans cette vidéo, je vais développer un exemple d'ANOVA factoriel 2 x 2 et comme toujours, je vais bien détailler toutes les étapes à suivre lorsqu'on veut tester une hypothèse qui se rapporte à un certain test. C'est-à-dire que je vais d'abord bien décortiquer le scénario pour vous amener à comprendre pourquoi est-ce que je vais réaliser une ANOVA factorielle 2 x 2 dans le contexte présent. Ensuite, je définirai toutes les hypothèses et vous verrez qu'il faudra définir des hypothèses se rapportant aux effets principaux, aux effets d'interaction ainsi qu'aux effets simples. Une fois que ce sera fait, je vérifierai les conditions d'application de l'ANOVA factorielle. Sans surprise, ce seront les mêmes conditions que pour l'ANOVA à un facteur pour échantillon indépendant. Et enfin, je réaliserai le test et je conclurai en respectant les normes EPIA. Vous verrez que comme on l'a fait pour la One-Way ANOVA, je vais réaliser le test d'abord en passant par un menu spécifiquement dédié à l'ANOVA et je reproduirai ensuite l'analyse en passant par le menu de la régression en vue de pouvoir définir les équations du modèle compact et du modèle augmenté. Lors de l'analyse qu'on reproduira d'abord via l'ANOVA et ensuite via la régression, on fera ce qui est nécessaire pour pouvoir conclure relativement aux effets principaux ainsi qu'à l'effet d'interaction. Et s'il s'avère que l'effet d'interaction est significatif, cela voudra dire, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, qu'au moins un des effets simples sera significatif. Nous procéderons donc à l'analyse de ces effets simples. Dans cet énoncé, on s'intéresse à un médicament qui est censé agir sur la capacité d'attention des enfants. On dit que le médicament est supposé accroître la capacité d'attention des enfants qui sont hyperactifs, mais que par contre, il est censé diminuer cette capacité pour les enfants qui ne sont pas hyperactifs. On a constitué deux groupes de 20 enfants qui ont été choisis au hasard respectivement parmi des hyperactifs et des non-hyperactifs. Et chacun de ces deux groupes de 20 enfants a été aléatoirement divisé en deux sous-groupes. Certains enfants vont recevoir un placebo et d'autres vont recevoir un médicament ou principe actif. Dans chacun des groupes, les enfants vont passer un test standardisé d'attention. On aura donc un score d'attention pour chacun des enfants. Les données sont reprises dans le fichier hyperactivité.sav que je vais aller ouvrir. Et le voici. Pour chaque enfant, on dispose des informations suivantes. D'abord, une information relative à son identifiant. C'est simplement un numéro qui est attribué à chaque sujet. On voit qu'il y a 40 sujets en tout dans cette base de données. Une information relative au fait qu'il soit hyperactif ou non. Au fait qu'il ait reçu un placebo ou un principe actif. Et enfin, le score qu'il a obtenu au test d'attention. Avant de travailler dans cette base de données, on va bien décortiquer l'énoncé en vue de s'assurer qu'on est bien dans le contexte d'une ANOVA factorielle. Première chose, la variable dépendante, c'est le résultat au test standardisé d'attention. On suspecte que cette variable va être influencée par certaines variables indépendantes et entre autres le fait d'avoir reçu ou pas un médicament. Vous voyez que la première variable indépendante, médicament, est constituée de deux modalités, placebo vs médicament. On fait une distinction entre les enfants qui sont hyperactifs et ceux qui ne sont pas hyperactifs. Cela ne veut pas forcément dire que l'hyperactivité est une variable indépendante dans notre design. Pour s'assurer qu'il s'agisse bien d'une variable indépendante, il faut vérifier que d'une certaine manière, on s'attend à ce que le fait d'être hyperactif ou pas agisse sur le score d'attention. Dans l'énoncé, on ne parle pas d'un effet direct de l'hyperactivité sur le score d'attention. Par contre, on sous-entend que le fait d'être hyperactif ou pas fera varier l'effet du médicament sur le score d'attention. En effet, on précise qu'on s'attend à observer un certain effet pour les enfants hyperactifs et un autre effet pour les enfants qui ne sont pas hyperactifs. Cela relève de l'effet d'interaction. L'effet du facteur médicament n'est pas le même suivant la modalité du facteur hyperactivité dans laquelle on se trouve. Et c'est ça qui m'amène à comprendre qu'effectivement, le facteur hyperactivité est un facteur qui m'intéresse dans le design que j'étudie. Et donc en résumé, on a deux variables indépendantes catégorielles. On a une VD qui se présente comme un score à un test, donc on va parler de variables de type scale. Et en plus, on a des bonnes raisons de penser qu'il existe une interaction entre les deux variables indépendantes catégorielles envisagées. Pour terminer, on comprend qu'on constitue des échantillons qui sont bien indépendants, puisqu'on a d'un côté des enfants hyperactifs et de l'autre des enfants qui ne sont pas hyperactifs, et que dans chacun de ces deux groupes, c'est de manière aléatoire qu'on a décidé de distribuer un placebo ou un médicament aux enfants. Tous les critères nous amènent donc à comprendre que l'on devra réaliser une ANOVA factorielle pour échantillons indépendants. Comme je l'ai spécifié, on devra poser des hypothèses qui se rapportent aux effets principaux qui nous intéressent, ainsi qu'aux effets d'interaction, et enfin relativement aux effets simples. En ce qui concerne l'effet principal du médicament,
À aucun moment, il n'est sous-entendu qu'on s'attend à ce qu'il se présente d'une certaine manière, ou même qu'on s'attend à ce qu'il se présente. On n'a juste aucune information qui se rapporte à cet effet principal. En effet, dans l'énoncé, le seul endroit où on parle de l'effet du médicament sur l'attention, eh bien, on le fait en distinguant les enfants hyperactifs et les enfants non hyperactifs. Cela ne relève donc nécessairement pas de l'effet principal, dans la mesure où un effet principal, c'est l'effet d'un facteur indépendamment des autres facteurs. Ici, l'effet du médicament est décrit en fonction du facteur hyperactivité. Il n'y a également pas d'informations relativement à l'effet principal de l'hyperactivité, puisque dans l'énoncé, à aucun endroit on pense qu'il y a un effet du fait d'être hyperactif ou pas sur le score d'attention. On a par contre déjà vu qu'il y a bien une hypothèse d'interaction, c'est d'ailleurs ce qui nous a amené à envisager l'ANOVA factorielle, puisqu'on distingue l'effet du médicament pour les sujets hyperactifs et pour les sujets qui ne sont pas hyperactifs. On comprend d'ailleurs que les effets simples qui vont nous intéresser ici, ce sont les effets du médicament séparément pour chaque modalité du facteur hyperactivité. Concernant les hyperactifs, on dit que le médicament est censé accroître la capacité d'attention. Dans mon design, j'ai 4 échantillons indépendants. J'ai des hyperactifs qui reçoivent soit un placebo, soit un principe actif, et j'ai des non-hyperactifs qui reçoivent également soit un placebo, soit un principe actif. Dans cette première partie d'énoncé, celle où je dis que le médicament est supposé accroître la capacité d'attention des enfants hyperactifs, je ne m'intéresse que aux 2 moyennes qui se rapportent aux hyperactifs. Et pour cette catégorie d'enfants, je vais comparer la moyenne de ceux ayant reçu un placebo à la moyenne de ceux ayant reçu un principe actif. Si réellement le principe actif améliore l'attention, alors la moyenne du groupe des enfants ayant reçu un principe actif devrait être supérieure à la moyenne de ceux ayant reçu un placebo. Pour les non-hyperactifs, c'est exactement le contraire puisqu'on dit que le médicament va diminuer la capacité d'attention. Pour cette catégorie d'enfants, donc, on s'attend à ce que la moyenne de ceux ayant reçu un placebo soit plus élevée que la moyenne de ceux ayant reçu un principe actif. Il reste maintenant à écrire formellement toutes ces hypothèses, et pour ce faire, on peut partir d'un tableau de code contraste. En effet, lorsqu'on est dans un design 2x2, on peut considérer systématiquement qu'on est dans une approche de type a priori. Une approche a priori, ça veut dire qu'on a une idée à l'avance de l'endroit de la différence. Or, en cas de design 2x2, quel que soit l'effet auquel on s'intéresse, eh bien nécessairement, on aura une idée à l'avance de l'endroit de la différence si on suspecte qu'il en existe une. À titre d'exemple, si je m'intéresse à l'effet principal de l'hyperactivité, dans la mesure où je ne compare que 2 groupes, un groupe d'hyperactifs et de non-hyperactifs, si je mets en évidence qu'il existe une différence quelque part, eh bien elle ne peut se trouver que entre les hyperactifs et les non-hyperactifs. L'idée, c'est que quel que soit l'effet qu'on étudie, on compare systématiquement 2 moyennes. Et s'il n'y a que 2 moyennes, on sait où va se trouver la différence puisqu'elle ne peut se trouver qu'à un seul endroit. Voilà pourquoi on peut se permettre, pour définir les hypothèses relatives aux effets principaux et d'interaction dans le cadre d'un design 2x2, de définir des contrastes et d'utiliser ensuite ces contrastes pour définir nos hypothèses mathématiquement. Je vais définir un contraste qui se rapportera à l'effet principal de l'hyperactivité, un contraste qui se rapportera à l'effet principal de la médication et un contraste qui se rapportera à l'interaction. Je peux par exemple attribuer le code +1 au sujet non hyperactif et le code -1 au sujet hyperactif. En ce qui concerne le contraste lié à l'effet principal de la médication, je peux attribuer le code -1 au groupe placebo et le code +1 au groupe principe actif. En ce qui concerne l'interaction, je vais devoir multiplier les codes qui se rapportent au premier contraste avec ceux qui se rapportent au deuxième contraste, et ce pour chaque croisement possible de modalité des 2 facteurs. Cela me donnera donc pour les hyperactifs ayant reçu un placebo -1 fois -1 égale 1, pour les hyperactifs ayant reçu le principe actif -1 fois +1 égale -1, etc. En détaillant l'énoncé, on avait vu que, en ce qui concernait l'effet principal de l'hyperactivité et de la médication, on n'avait aucune attente formulée. Ce qui veut dire que, techniquement, on n'est même pas censé poser d'hypothèse, puisqu'on n'a pas besoin d'essayer de valider ces hypothèses. On peut cependant le faire de manière tout à fait exploratoire, et vous verrez que dans l'analyse des résultats, je regarderai de manière exploratoire s'il existe oui ou non un effet principal de l'hyperactivité et de la médication. Mais du coup, on posera des hypothèses de type bilatéral. Si on n'a pas de raison de suspecter qu'il y a une différence quelque part, on a encore moins de raison de suspecter un sens à cette différence. Pour l'effet principal de l'hyperactivité, je vais pondérer chacune des moyennes marginales se rapportant aux hyperactifs et aux non-hyperactifs par le code contraste que j'ai choisi de leur attribuer.
Les non hyperactifs sont pondérés par +1, les hyperactifs sont pondérés par -1. J'ai donc moyenne des non hyperactifs moins moyenne des hyperactifs. Et au niveau de l'hypothèse alternative, si je suspecte qu'il y a une différence entre ces deux moyennes, c'est que je m'attends à ce que la différence de ces deux moyennes soit différente de 0. L'hypothèse nulle est donc que la différence de moyenne est exactement égale à 0. Et je vais procéder exactement de la même manière pour poser les hypothèses nulles et alternatives pour l'effet principal de la médication. Je pense que la différence entre la moyenne du principe actif et du placebo sera différente de 0 au niveau de l'hypothèse alternative, et donc que cette différence sera nulle au niveau de l'hypothèse nulle. On va procéder de manière similaire pour l'interaction, à part que cette fois, on ne va plus s'intéresser aux moyennes marginales, mais bien aux moyennes de chacun des échantillons de la base de données, soit à 4 moyennes distinctes. Je vais pondérer chacune de ces moyennes par le code contraste, ce qui donne moyenne hyperactifs ayant reçu un placebo, moins moyenne des hyperactifs ayant reçu un principe actif, moins moyenne des non-hyperactifs ayant reçu un placebo, plus moyenne des non-hyperactifs ayant reçu un principe actif. Il est peut-être un petit peu moins évident de comprendre pourquoi j'ai défini des hypothèses bilatérales pour l'interaction que pour les effets principaux. Pour m'assurer que vous le compreniez, je vais un tout petit peu modifier l'équation. Ici, je fais deux petites transformations. D'abord, je mets entre parenthèses la différence entre les hyperactifs ayant reçu un placebo et ceux ayant reçu un principe actif. Et ensuite, je mets le signe négatif en évidence pour pouvoir également mettre entre parenthèses la différence entre les non-hyperactifs ayant reçu un placebo et ceux ayant reçu un principe actif. Ce qu'on peut observer ici, c'est que mon équation est réécrite de sorte à mettre en évidence la différence entre ceux ayant reçu un placebo et un principe actif parmi les hyperactifs et cette même différence parmi les non-hyperactifs. Dans la mesure où dans l'énoncé, on ne spécifie absolument pas quelle différence est censée être de plus grande amplitude, on se contente de dire qu'il y a une différence qui va dans des sens opposés pour les deux groupes, mais on n'a aucune idée de l'amplitude de la différence. Du coup, il n'est pas possible de savoir laquelle de ces deux différences est censée être la plus importante. Et par voie de conséquence, il n'est pas possible de savoir si toute cette différence est plus grande ou inférieure à 0. On n'a pas d'élément dans l'énoncé qui nous donne une indication par rapport à cela. Et dès lors, on définit des hypothèses de type bilatéral. Par contre, en ce qui concerne les effets simples, là, on va définir des hypothèses de type unilatéral, puisque dans l'énoncé, on donne une indication sur le sens attendu des différences. Pour les hyperactifs, on s'attend à ce que le médicament améliore la capacité d'attention. Et dès lors, on pense que la moyenne des hyperactifs ayant reçu un médicament soit plus élevée que la moyenne des hyperactifs ayant reçu un placebo. Dans la mesure où dans l'hypothèse nulle, on met tout ce qu'on n'a pas envisagé dans l'hypothèse alternative, on spécifiera comme hypothèse nulle que la moyenne des hyperactifs ayant reçu un médicament est inférieure ou égale à la moyenne des hyperactifs ayant reçu un placebo. Pour les non-hyperactifs, c'est exactement le contraire, on s'attend à ce que le médicament diminue la capacité d'attention. Dès lors, on s'attendra à ce que la moyenne des non-hyperactifs ayant reçu un médicament soit inférieure à la moyenne des non-hyperactifs ayant reçu un placebo. L'hypothèse nulle sera donc que la moyenne des non-hyperactifs ayant reçu un médicament sera supérieure ou égale à la moyenne des non-hyperactifs ayant reçu un placebo. Maintenant qu'on a bien compris qu'on va réaliser une ANOVA 2 x 2, donc une ANOVA factorielle à deux facteurs ayant chacun deux modalités, et qu'on a bien défini les hypothèses, on va pouvoir travailler dans la base de données. Avant de vérifier les conditions d'application de l'ANOVA factorielle et de réaliser cette analyse, on va, comme on en a pris le réflexe, réaliser une petite analyse descriptive en vue d'étudier un tout petit peu la distribution des scores de l'AVD au sein de chacun des groupes définis par le design. Ça permet de se faire une idée de l'allure générale de données, de vérifier s'il y a une asymétrie qui intervient ou si au contraire les données semblent relativement symétriques. Ça permet aussi de mettre des choses en évidence, comme par exemple la présence de sujets ayant un score d'attention anormalement haut ou anormalement bas par rapport aux autres sujets appartenant au même groupe. En situation réelle, il est toujours très conseillé de passer par là avant de s'attaquer à un test d'hypothèse. Je vais retourner dans un menu que vous connaissez bien maintenant, à savoir le menu Analysis, Exploration, Descriptive. Dans le menu, je spécifie que le score d'attention est la variable dépendante, celle pour laquelle je vais faire une analyse descriptive, et je spécifie que je veux scinder les scores de la variable d'attention en fonction des modalités de deux facteurs, l'hyperactivité et la médication. Puisque je suis dans une logique d'ANOVA, eh bien, je vais demander l'écart type et la moyenne. Je vais décocher tout le reste pour y voir plus clair, même si ce n'est pas forcément nécessaire. Et je vais aussi demander des boîtes à moustaches.
Je peux me faire une idée des moyennes. Je constate que, grosso modo, pour les sujets qui sont hyperactifs, le score d'attention est plus élevé dans le groupe principe actif que dans le groupe placebo. Et pour les sujets qui ne sont pas hyperactifs, c'est exactement le contraire. Plus tard, l'analyse inférentielle, donc l'ANOVA factorielle, nous permettra de voir si ces différences sont oui ou non significatives. En termes d'écart type, je vois des écarts types qui tournent autour de 4, 4.3 pour les sujets hyperactifs et de 3, 2.9 pour les sujets non hyperactifs. On observe que la variance n'est pas tout à fait la même dans tous les groupes. Je reviendrai sur la question dans quelques instants. Avant d'y arriver, on va regarder les boxplots. On observe que dans certains groupes, la dispersion est un peu plus forte. Par exemple, dans le groupe principe actif hyperactif, j'ai l'impression que la dispersion est plus forte que dans les autres groupes. Par contre, je n'observe pas de valeur extrême, il n'y a aucun sujet dont les scores dépassent les moustaches. Il n'y a donc pas de sujet ayant un score anormalement haut ou anormalement bas par rapport à leur groupe de référence. Je vous rappelle que dans le cadre de ce cours, nous avons fait le choix méthodologique de n'écarter les valeurs extrêmes que si elles constituent très clairement une erreur d'encodage. Quand vous serez en situation réelle, lorsque vous devrez par vous-même réaliser des analyses, vous serez libre de choisir la manière dont vous voulez traiter les valeurs extrêmes. Ceci dit, vous devrez toujours être apte à bien justifier vos choix. Passons à présent à la vérification des conditions d'application. Ce sont exactement les mêmes conditions que pour la One-Way ANOVA et que pour n'importe quel ANOVA ou même test T pour échantillons indépendants. Il s'agit du fait que les échantillons sont simples, aléatoires et indépendants. Je vous rappelle qu'il s'agit là d'une condition d'ordre méthodologique qu'on ne peut vérifier statistiquement. Et du fait que non seulement les résidus se distribuent normalement, mais aussi que la variabilité des scores autour de la tendance centrale est la même dans tous les groupes. Autrement dit qu'il y a ce qu'on appelle homocédasticité. Dans le cadre de la One-Way ANOVA, nous avions vu que les conditions de normalité des résidus et d'homocédasticité étaient des conditions qui étaient très peu réalistes en pratique. Il y a peu de chances de rencontrer ces conditions en situation réelle. On avait vu qu'en ce qui concernait la normalité des résidus, ce n'était pas trop grave, dans le sens que si on a suffisamment de sujets dans chacun des groupes, l'ANOVA allait rester robuste aux écarts à la condition de normalité. Par contre, la condition d'homocédasticité était bien plus embêtante, parce qu'en cas d'hétérocédasticité, même avec énormément de sujets, eh bien, le test allait se retrouver biaisé. On allait soit observer une augmentation du risque alpha, soit une perte de puissance. Et on avait vu aussi que les tests qui permettaient de vérifier la condition d'homocédasticité étaient généralement très peu puissants, si bien qu'ils n'allaient pas toujours être capables de mettre en évidence la présence d'hétérocédasticité. Pour cette raison, on vous avait conseillé de privilégier l'ANOVA de Welch, qui était un test qui était pratiquement aussi puissant que l'ANOVA de Fisher lorsqu'il y avait respect de la condition d'homocédasticité et qui était nettement plus robuste que l'ANOVA de Fisher lorsque la condition d'homocédasticité n'était pas rencontrée. Malheureusement, généraliser ce test au cas où il y a plus qu'un seul facteur, c'est très compliqué. Et on n'a pas encore d'alternatives suffisamment intéressantes dans Jamovi qui vont nous permettre de faire ce genre de choses. Et donc, on va appliquer l'ANOVA factorielle qui implique la condition d'homocédasticité et de normalité des résidus. Et à défaut de pouvoir faire mieux, eh bien, on va quand même réaliser le test de Leven pour vérifier si on ne rejette pas l'hypothèse d'homocédasticité. Mais je vous invite néanmoins à bien garder à l'esprit toutes les limites inhérentes à ce type de test et surtout à l'usage de tests qui reposent sur la condition d'homocédasticité. Ceci étant dit, l'ANOVA factorielle étant un test qui est tellement utilisé, il nous semble important que vous puissiez bien le comprendre et l'appliquer afin de pouvoir être critique vis-à-vis de celui-ci. Comme toujours dans Jamovi, c'est dans le menu de l'ANOVA factorielle que vous allez trouver ce qui vous permettra de vérifier les conditions d'application. Il y a le menu ANOVA qui permet de faire certaines choses en termes d'ANOVA factorielle, mais le menu est relativement limité. Il existe un autre package qui permet de beaucoup plus développer les analyses lorsqu'on a plusieurs facteurs, et nous allons le chercher en cliquant sur Module, suivi de Jamovi Library. Vous pouvez partir à la recherche du package qui s'appelle GAMLJ, que voici. En ce qui me concerne, je me contente de le mettre à jour puisque j'avais déjà téléchargé ce package pour d'autres versions de Jamovi. Chez vous, vous devrez probablement cliquer sur Install si vous n'avez jamais utilisé ce logiciel. Et une fois que l'installation sera terminée, l'icône Linear Models apparaîtra dans votre interface. Rendons-nous dans ce menu. Dans Linear Model, vous allez trouver General Linear Model, qui est un menu qui permet de généraliser la One-Way ANOVA au cas où il y a
plusieurs facteurs, voire même des covariables, mais ça, c'est quelque chose que vous verrez dans le cadre du cours de Nat 3. Sans surprise, vous allez placer le score d'attention en variable dépendante, l'hyperactivité et la médication comme facteurs, et dans la zone Assumption Checks, vous allez avoir la possibilité de demander le test de Leven, le test de Shapiro-Wilk pour vérifier la condition de normalité et des QQ-plots. D'abord, en ce qui concerne le test de Leven, le test d'homocédasticité, l'hypothèse nulle est le fait qu'il y a homocédasticité, autrement dit que la variance des résidus est la même au sein de tous les groupes. On observe qu'on ne rejette pas l'hypothèse nulle, autrement dit, on ne rejette pas l'hypothèse d'homocédasticité. N'oubliez pas que vous devez être capable de retranscrire ces résultats en respectant les normes épillées. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo puisque c'est déjà connu et que par ailleurs, dans le corrigé des exercices, vous trouverez le détail sur la manière de retranscrire ces résultats aux normes épillées. En ce qui concerne la condition de normalité, c'est bien le test de Shapiro-Wilk qu'on va regarder, test pour lequel l'hypothèse nulle est que les résidus se distribuent normalement, et on voit qu'on n'est pas amené à rejeter l'hypothèse de normalité. En ce qui concerne le QQ-plot, on observe que la majorité des points sont très proches de la diagonale, ce qui veut dire que s'il y a écart à la condition de normalité, ils ne sont en tout cas pas extrêmes. Tout ceci nous confère une certaine confiance quant au fait qu'on peut se reporter à l'ANOVA en vue d'analyser les effets principaux et d'interaction. Je vais donc me rendre dans la sortie qui va permettre de le faire, à savoir la sortie ANOVA Omnibus Test. Notez qu'en cas de design 2x2, regardez la sortie ANOVA Omnibus Test ou celle qui se rapporte à des contrastes, ça revient exactement au même dans la mesure où de toute façon on ne compare que deux moyennes. Regardons donc la sortie Omnibus. En ce qui concerne l'effet principal de l'hyperactivité, nous n'avions pas d'hypothèse prédéfinie, cependant de manière exploratoire, on peut observer si un effet existe, et on voit qu'on ne rejette pas l'hypothèse d'égalité des moyennes. On ne met pas en évidence de différence significative entre les hyperactifs et les non-hyperactifs en termes de score d'attention. Il en est de même en ce qui concerne l'effet principal du facteur médication. On voit bien qu'on a une p-valeur qui est supérieure au risque alpha, qu'on définit comme étant 5% lorsqu'on ne spécifie rien d'autre dans l'énoncé. Par contre, en ce qui concerne l'interaction, là on observe un effet significatif. Si on renote ce résultat en respectant les normes épillées, on a une statistique F qui a 1 degré de liberté au numérateur, 36 degrés de liberté au dénominateur, équivaut 13,33. La p-valeur qui lui est associée est inférieure à 0,001, ce qui entraîne un rejet de l'hypothèse nulle. Il y a bien un effet d'interaction significatif entre l'hyperactivité et la médication, ce qui nous amènera plus tard à étudier les effets simples. Pour analyser les effets simples, on va cliquer sur la zone Simple Effects. Là, vous allez devoir vous demander quel est le facteur que l'on souhaite étudier séparément pour les modalités de quel facteur. Ici, en l'occurrence, on souhaite étudier l'effet de la médication séparément pour les hyperactifs d'une part et pour les non-hyperactifs d'autre part. L'effet que l'on veut étudier est donc l'effet de la médication. Et on veut le faire séparément pour chaque modalité du facteur hyperactivité. On place donc le facteur hyperactivité en modérateur. Une zone Simple Effects apparaîtra dans l'output et comme vous pouvez le voir, il y a une statistique qui est réalisée séparément pour les hyperactifs et pour les non-hyperactifs. Attention, faire ceci ne revient absolument pas au même que de découper la base de données en deux et de réaliser une ANOVA séparément sur chaque modalité du facteur hyperactivité. Je ne vais pas en expliquer la raison ici pour éviter d'alourdir la vidéo. Retenez simplement que si on faisait ce que je viens de décrire, eh bien, on aurait des comparaisons qui seraient très difficiles à effectuer entre les hyperactifs et les non-hyperactifs parce qu'on n'utiliserait pas le même terme d'erreur dans les deux analyses. Il y a un autre élément à bien garder à l'esprit, c'est que les analyses qui ont été réalisées dans Jamovi ont été opérées en vue de valider ou non des hypothèses de type bilatéral. Or, nous avons défini des hypothèses de type unilatéral pour décrire les effets simples. Pour les hyperactifs, on s'attendait à ce que le score d'attention soit plus élevé dans le groupe ayant reçu un médicament par rapport au groupe ayant reçu un placebo. On s'attendait exactement au contraire dans le groupe des non-hyperactifs. En vue de pouvoir valider ou pas nos hypothèses unilatérales, il suffit de transformer la p-valeur. Et pour pouvoir transformer correctement la p-valeur, il faudra vous poser une question. Est-ce que les résultats, dans la base de données, vont dans le sens de mon hypothèse? Si c'est le cas, il suffira de diviser par 2 la p-valeur qui est fournie par Jamovi. Si ce n'est pas le cas, si les résultats vont dans le sens contraire aux attentes, alors il faudra opérer le calcul suivant, 1 moins p-valeur fournie par le logiciel divisé par 2.
Par exemple, si je regarde les résultats qui se rapportent à l'effet de la médication pour les hyperactifs, en observant les descriptifs, si je réalise que les résultats vont bien dans le sens que la moyenne est plus élevée dans le groupe avec médicament que dans le groupe avec placebo, eh bien je devrais diviser par 2 cette p-valeur et j'aurai donc une p-valeur de 0.002. Si au contraire, je réalise que la moyenne d'attention est plus élevée dans le groupe avec placebo que dans le groupe avec médicament, j'en déduirai que les résultats vont dans le sens contraire de mes attentes, et donc la p-valeur deviendra 1 moins 0.002 égale 0.998. Pour comprendre pourquoi la transformation de la p-valeur dépend du fait que les résultats aillent ou non dans le sens des attentes et pourquoi est-ce qu'il faut opérer cette transformation précisément pour passer d'une p-valeur bilatérale à une p-valeur unilatérale, il faut avoir une claire compréhension de ce qu'est la p-valeur. C'est une notion qui est fort complexe et que je ne vais pas élaborer dans cette vidéo, mais qui reste malgré tout extrêmement importante. Dès lors, nous avons déposé sur l'UV un document dans lequel je tente de réexpliquer cette notion plus en détail pour ceux qui ont envie d'aller le lire. Pour revenir à notre exemple, nous pouvons vérifier si les résultats vont dans le sens des attentes pour chaque effet simple, soit via un graphique, soit en regardant les moyennes de chacun des groupes. Avant de commencer l'analyse inférentielle, nous avons réalisé des petites analyses descriptives dans lesquelles nous avions étudié moyenne et écart type de chacun des groupes. Si vous avez encore cet output à disposition, n'hésitez pas à vous y reporter. Dans le cas contraire, il est possible de retrouver ces moyennes en cochant l'option Estimated Marginal Means dans la section Estimated Marginal Means. Ce faisant, plusieurs sorties vont apparaître. Vous allez trouver les moyennes marginales qui se rapportent au facteur hyperactivité, les moyennes marginales qui se rapportent au facteur médication, et enfin, ce qui nous intéresse ici, les moyennes qui correspondent aux modalités croisées, autrement dit les moyennes de chacun des échantillons indépendants. Les moyennes qui m'intéressent lorsque j'étudie les sujets hyperactifs sont les moyennes 16 et 21. 21 est la moyenne des sujets hyperactifs qui ont reçu un principe actif. Cette moyenne étant plus élevée que 16, la moyenne des sujets hyperactifs ayant reçu un placebo, j'en déduis que conformément aux attentes, la prise du médicament a amélioré le score d'attention. Il faudra donc, pour ces sujets hyperactifs, diviser par 2 la p-valeur fournie par Jamovi. Pour les sujets qui ne sont pas hyperactifs, les moyennes qui m'intéressent sont les moyennes 21.4 et 18. Contrairement à ce que j'observais pour les hyperactifs, j'observe ici que ceux qui ont reçu un principe actif ont une moyenne qui est inférieure à celle de ceux qui ont reçu un placebo, ce qui est aussi conforme à nos attentes, puisque pour les sujets non hyperactifs, on s'attend à ce que le médicament diminue le score d'attention. Autrement dit, tant pour les sujets hyperactifs que pour les sujets non hyperactifs, la transformation à opérer sur la p-valeur est de la diviser par 2. Je vais retourner dans la sortie qui se rapporte aux effets simples, la voici, et donc j'en déduis que pour les sujets hyperactifs et pour les sujets non hyperactifs, j'ai validation de l'hypothèse de recherche. En effet, j'ai des tests qui sont significatifs. Pour les sujets hyperactifs, j'ai une statistique F qui est associée respectivement à 1 et 36 degrés de liberté, équivaut 9.446. Cette statistique étant associée à une p-valeur de 0.002, ce qui entraîne un rejet de l'hypothèse nulle. Pour les sujets qui ne sont pas hyperactifs, j'ai une statistique F associée à respectivement 1 et 36 degrés de liberté qui vaut 4.368 et qui est associée à une p-valeur de 0.022, ce qui entraîne un rejet de l'hypothèse nulle. J'ai pu valider les hypothèses relatives à mes deux effets simples. En résumé, la présence de deux variables catégorielles définissant 4 échantillons indépendants et d'une VD de type scale nous ont amené à envisager de faire une ANOVA factorielle. Après quelques analyses descriptives, nous avons vérifié que nous étions bien dans les conditions pour faire cette analyse et en effet, via le test de Leven et le test de Shapiro-Wilk, nous n'avons pas pu rejeter les conditions de normalité et d'homocédasticité. Nous avons donc procédé à l'ANOVA factorielle, qui n'a pas pu mettre en évidence d'effets principaux ni de l'hyperactivité ni de la médication, mais qui a par contre pu mettre en évidence un effet d'interaction entre ces deux facteurs. Et l'interaction se profilait par le fait que, pour les hyperactifs, le médicament avait tendance à améliorer le score d'attention, alors qu'au contraire, pour les non-hyperactifs, il avait tendance à diminuer le score d'attention. Nous avons presque terminé, il ne nous reste plus maintenant qu'à reproduire l'analyse en passant par le menu de la régression, et ce, en vue de définir les équations des modèles compacts et augmentés. Via le modèle compact, on va prédire un score d'attention pour n'importe quel sujet en utilisant comme unique information la moyenne globale de l'échantillon. Pour trouver cette moyenne, vous pouvez vous rendre dans le menu Analysis Exploration Descriptives
et faire passer la variable attention dans la zone variables. Voici la moyenne globale de l'échantillon, elle vaut 19.10. Si j'utilise le modèle compact, je prédirai un score de 19.10 pour n'importe quel sujet. Si l'on veut prédire un score d'attention pour n'importe quel sujet en utilisant l'information relative aux facteurs qu'on a définis dans notre design, on peut se rendre dans le menu de la régression linéaire. Et de manière très similaire à ce que vous avez déjà fait pour la One-Way ANOVA, vous allez placer la variable dépendante dans la zone prévue à cet effet et les deux facteurs dans la zone factors. Avant de poursuivre, je voudrais juste spécifier que si vous regardez le corrigé des exercices, vous verrez qu'on a proposé deux stratégies différentes pour déterminer l'équation du modèle augmenté. La première stratégie que je vais élaborer ici, qui consiste à placer les différents prédicteurs dans la zone factors, et une autre stratégie qui consiste à encoder les contrastes C1, C2, C3 dans la base de données, et ensuite à les faire glisser dans la zone covariates. Je ne vais pas développer cette deuxième stratégie ici, vous pourrez la lire en détail dans le corrigé. La raison pour laquelle je vais préférer l'approche qui consiste à placer les facteurs directement dans la zone factors, c'est que ça va beaucoup plus vite. Pour l'autre approche, je l'expliquerai en détail lorsque je ferai une vidéo sur les designs 2x3 approches a priori. Comme vous le savez, lorsqu'on place des variables catégorielles dans le menu de la régression, ces variables vont automatiquement être recodées en vue de la création du modèle augmenté. Dans ce modèle, nous souhaiterions avoir 3 coefficients de régression partielle, 2 se rapportant aux effets principaux de la médication et de l'hyperactivité, et 1 se rapportant à l'interaction entre ces deux facteurs. Notez que par défaut, dans la menu de la régression, il n'y a pas de coefficient prévu pour l'interaction entre les deux facteurs. Si vous voulez le spécifier, vous devez vous rendre dans la zone Model Builder, et ici nous allons spécifier vouloir inclure un terme d'interaction en plus des deux termes qui se rapportent aux effets principaux. Pour ce faire, vous pouvez sélectionner simultanément le facteur médication et hyperactivité. Pour sélectionner les deux facteurs simultanément, vous cliquez sur le premier facteur et tout en maintenant la touche Maj enfoncée de votre clavier, vous cliquez sur la zone hyperactivité. Ensuite, sur la petite flèche centrale, vous sélectionnez l'option Interaction. Et voilà le terme qui se rajoute dans mon modèle. Autre petit détail, nous avons déjà vu que dans le cadre de ce cours, nous allons systématiquement privilégier des prédicteurs catégoriels de type centré dans les modèles. Pour s'assurer que le prédicteur soit centré, vous devez vous rendre dans la zone Reference Levels et spécifier dans la case Intercept vouloir un intercept qui soit tel qu'il corresponde à la moyenne générale de la VD. Il ne reste plus qu'à s'assurer que vous soyez capable d'écrire correctement l'équation du modèle augmenté, que vous soyez capable d'interpréter chacun des coefficients qui s'y rapportent, et enfin que vous soyez capable de faire une prédiction en utilisant cette équation. Voici l'équation du modèle augmenté. Vous retrouvez le bêta 0, l'intercept, un coefficient associé à l'effet principal de la médication, un coefficient associé à l'effet principal de l'hyperactivité, et enfin un dernier qui est associé à l'interaction. N'oubliez pas qu'avant d'être inclus dans le modèle augmenté, chacun des facteurs a été recodé pour créer ces différents prédicteurs et il est important de comprendre de quelle manière ils ont été recodés pour pouvoir utiliser correctement cette équation. Le principe est très similaire à ce qui a été fait pour la One-Way ANOVA. Je vous invite à regarder la vidéo que j'avais créée en vue de comprendre le codage centré des prédicteurs dans le contexte d'une ANOVA. Rappelons que pour chaque facteur, on doit définir une modalité comme étant le niveau de référence. Vous verrez dans la zone Reference Levels du menu de la régression quelle modalité est considérée comme la référence pour chacun des facteurs. Par défaut, il s'agit toujours de la première modalité du facteur, soit la modalité placebo pour le facteur médication et les sujets qui sont hyperactifs pour le facteur hyperactivité. Comme Jamovi vous le rappelle dans la zone Predictor, vous voyez que pour les effets principaux, la valeur des coefficients est égale à la différence entre la moyenne d'un groupe du facteur et la moyenne du groupe de référence. Je constate que la différence de moyenne entre les sujets ayant reçu un principe actif et un placebo est de 0,8. Je vais remonter dans la sortie qui se rapporte aux moyennes marginales de la médication pour vous le prouver. Vous voyez que pour le principe actif, la moyenne est de 19,5. Pour le placebo, la moyenne est de 18,7. Si je fais la différence entre ces deux valeurs, je trouve bien une valeur de 0,8. La différence de moyenne entre les sujets qui ne sont pas hyperactifs et ceux qui le sont est de 1,2. Si je me reporte aux moyennes marginales des sujets hyperactifs et non hyperactifs, je trouve que les non hyperactifs ont en moyenne un score d'attention de 19,7, alors que les sujets hyperactifs ont en moyenne un score d'attention de 18,5. La différence entre ces deux valeurs vaut bien 1,2.
Comment utiliser adéquatement cette équation en vue de prédire un score d'attention? Eh bien en remplaçant les valeurs des 3 prédicteurs par un code adéquat en fonction du groupe d'appartenance du sujet. En ce qui concerne les effets principaux, comme nous l'avions déjà vu dans le cadre de la One-Way ANOVA, si un sujet pour lequel on veut faire une prédiction appartient au groupe de référence, alors il convient de remplacer le prédicteur dans l'équation par le code -1,5. Si au contraire le sujet n'appartient pas à ce groupe de référence, il faudra remplacer le code du prédicteur par 1,5. Autrement dit, pour la médication, dans la mesure où le groupe de référence est le placebo, si je veux prédire un score pour un sujet appartenant au groupe placebo, je devrais remplacer le prédicteur par le code -1,5. Si au contraire, le sujet pour lequel je veux faire une prédiction a reçu un principe actif, je dois remplacer le prédicteur par le code 1,5. En ce qui concerne l'hyperactivité, je devrais remplacer le prédicteur par le code 1,5 si je veux faire une prédiction pour un sujet qui n'est pas hyperactif. Au contraire, je devrais remplacer le prédicteur hyperactivité par le code -1,5 si le sujet est hyperactif, dans la mesure où la modalité hyperactif est la modalité de référence du facteur. Enfin, en ce qui concerne l'interaction, je devrais multiplier les codes qui se rapportent aux prédicteurs médication et hyperactivité. Si par exemple je veux faire une prédiction pour un sujet hyperactif ayant reçu un placebo, je vais devoir remplacer le terme d'interaction par un code qui serait égal au produit entre le code des hyperactifs, -1,5, et le code des sujets ayant reçu un placebo, également -1,5, ce qui me donne 1/4. Vous verrez que sans surprise, si vous tentez de déterminer quel serait le score d'attention prédit pour un sujet appartenant à l'un des 4 groupes définis par le design, vous trouverez une valeur qui sera exactement égale à la moyenne de ce groupe. Vous pourrez dès lors vous dire à quoi bon passer par le menu de la régression, établir une équation qui semble compliquée, si au final on sait déjà quelle sera la prédiction qui sera faite pour un sujet. Et c'est tout à fait exact. Cependant, la raison pour laquelle on vous demande de le faire, c'est parce que dans le cours de BA3, vous devrez établir des équations dans lesquelles il y aura des prédicteurs simultanément catégoriels et continus. Et dans ce contexte-là, le seul moyen sera de passer par la régression. C'est donc pour vous y habituer, avant que ça ne devienne trop compliqué, qu'on fait déjà l'exercice maintenant. Et vous avez à présent tout en main pour entièrement réaliser un exercice dans le cadre d'un design 2x2. Dans les vidéos qui vont suivre, nous allons généraliser l'exercice au cas de design 2x3, en ayant respectivement une approche a priori et a posteriori.